Salut, c'est Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de quelque chose, un sujet qui ne peut qu'intéresser tout le monde, qui est le sujet de la mort. Tu sais que quand on parle de chaîne YouTube, quand on parle de chaîne et d'idée d'avoir une chaîne nichée, c'est-à-dire avec un sujet intéressant, un sujet dur, un sujet qui intéresse tout le monde, eh bien on pense à l'argent, on pense à l'amour, on pense aussi au retour d'affection, à tout ce que tu veux. Il y a pas mal de charlatans qui tournent autour de ça, mais franchement on oublie un sujet qui est un sujet qui touche tout le monde et qui est tout simplement la mort. Alors tu vas me dire, c'est une drôle d'idée que de parler de la mort dans une chaîne qui s'appelle Sentier du Bonheur, mais je pense que c'est bien de faire un peu le point, une mise au point sur le sujet, parce qu'en fait ce qui se passe, eh bien c'est que bien souvent on est confronté à la mort, on est confronté à la disparition des siens seulement quand ça nous arrive, et avant on n'y pense pas tellement. Et j'ai toujours fait partie de ceux qui pensaient qu'il était beaucoup mieux de se préparer plutôt que de subir au moment. Alors ce qui se passe dans nos sociétés, enfin moi je le situe comme ça, c'est que on a des sociétés qui sont de plus en plus, qui ont presque tué la mort. On a tué Dieu, Dieu n'existe plus. Et finalement, sauf quand on est confronté à la disparition d'un être cher, on a l'impression que la science et que le reste vont nous permettre de réussir à ne pas mourir. Et ça c'est très important de le comprendre parce que on est d'autant plus malheureux quand on est touché par la mort, par la disparition potentielle ou la disparition directe d'un proche. Ça c'est important de le comprendre. Et ce qui fait d'après moi que par rapport à une époque où la disparition, les gens mouraient plus facilement, eh bien la mort étant devenue quelque chose d'assez caché aussi, parce que je sais pas, moi j'ai vu un mort dans ma vie, un seul. Eh bien on arrive à finir par avoir, si on veut, une image déformée de la mort ou une image partielle, qui fait d'autant plus mal et qui fait que on est de plus en plus seul, et c'est souvent très dur quand quelqu'un s'en va. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal à supporter le départ de mon père. Je m'y attendais pas, c'est quelque chose qui est particulier et malheureusement c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu et qu'on peut pas décrire. Alors cette mort, elle touche les autres, elle touche les amis, les connaissances qu'on a, les gens qu'on apprécie, mais elle nous touche aussi potentiellement. Alors on peut dire que bien entendu dans les causes de mort, eh bien il y a le risque d'avoir un accident, et ça on est quand même dans une société assez sécurisée, où malgré le fait qu'on pourrait se faire tous sauter avec des bombes atomiques, on remarque quand même qu'il y a une stabilité et que la durée de vie a augmenté, l'espérance de vie. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens de mourir. Si tu vois la pyramide des âges, tu t'apercevras qu'il y a quelques milliers, 2-3 000 hommes ou femmes à l'âge de 100 ans, mais qu'après il n'y a plus personne. Ça veut dire que tous les petits-enfants qu'on voit, à moins de miracles, en trouvant des produits particuliers, on va en reparler, tous les petits-enfants qu'on voit, même qui ont 3-4 ans, 2-3 ans, dans 100 ans, ils seront sans doute décédés. Et ça veut dire à plus forte raison que la plupart d'entre nous, dans une trentaine, une cinquantaine, une soixantaine d'années, seront aussi décédés. Et donc on est appelé à se poser la question presque taboue, sommes-nous mortels? Et si nous sommes mortels, pouvons-nous faire quelque chose? Alors il y a quelque chose qui est incroyable et qui est dans un sens rassurant, c'est qu'il n'y a rien de plus égalitaire que la mort. Il n'y a rien de plus égalitaire que la mort, c'est-à-dire que t'as beau posséder des milliards, tu pourrais posséder la terre entière, tu ne pourrais pas réussir à ne pas mourir, parce que t'aurais beau te faire transplanter des organes d'autres personnes, t'aurais beau utiliser les techniques les plus diverses, personne en ce moment, actuellement, à ma connaissance bien entendu, peut dire qu'il ne meurt
pas. Alors ça dépend de la durée de vie des espèces, bien sûr, hein. L'homme n'a pas toujours eu cette durée de vie, puisqu'à une époque, l'homme avait une espérance de vie, c'est pas durée de vie, espérance de vie d'une vingtaine ou une trentaine d'années à l'époque de la préhistoire, et progressivement ça a augmenté, et progressivement on est arrivé à 80 ans, en moyenne pour les hommes et les femmes. Alors il faudra encore parler des conditions de fin de vie, mais globalement on est arrivé à une moyenne de 78 ou de 80 ans, ce qui est quand même pas mal pour notre espèce. Il faut savoir que dans les espèces animales, il y a des espèces qui vivent animales ou les insectes, etc. Il y a des espèces qui vivent très peu, hein. Alors je sais qu'il y a des papillons qu'on appelle les éphémères qui vivent 1 ou 2 journées, et puis à l'autre extrême, eh bien on a des espèces d'arbres par exemple. Alors c'est différent, c'est pas une espèce animale qui vit 4500 ans, hein, un cyprès, je sais pas quoi, qui est aux États-Unis, je crois. Et puis certaines espèces de tortues qui peuvent vivre plusieurs centaines d'années, des mollusques aussi, hein, 500 ans. Et puis il paraît qu'il y aurait des méduses qui seraient immortelles potentiellement si elles prenaient pas un coup d'hélice de bateau, ou si elles n'étaient pas alors je sais pas si les requins les mangent, mais elles n'étaient pas esquintées. Donc ça veut dire que en fait nous on est dans une niche, dans une espèce animale qui ne dépasse pas les 80 ans. Et c'est quelque chose qu'on vérifie, hein, Bon, c'est vrai que tu as un acteur comme, je crois que c'est Kirk Douglas qui est mort il y a pas longtemps, qui avait 101 ans, hein. Tu as des gens comme Belmondo qui sont morts assez âgés, mais bon, il y a aussi la manière dont on meurt. Hein, dans quel état on est. Et donc, la question de la mort est une question fondamentale. La question de la mort est une question qui hante tout le monde. Alors, elle a hanté pas mal de monde à différentes époques. Elle a hanté le monde à l'époque où on avait beaucoup moins de connaissances. Hein, il faut se rappeler qu'à peu près avant la Renaissance ou un peu plus tard, eh bien, on faisait pas de dissection, on n'était pas autorisé par l'Église à savoir ce qu'il y avait dans le corps humain. Et c'est qu'à partir du moment où on a commencé à ouvrir les hommes, qu'on a commencé à créer du sens, créer des planches anatomiques, etc., et qu'on a commencé à comprendre comment fonctionnait l'être humain. Donc, notre être est un être qui est mortel, hein, et en fait le problème c'est que cet être vieillit, hein, parce que même si on n'a pas d'accident, eh bien on va vieillir, et le vieillissement est un processus naturel, hein, c'est un processus. Alors d'après ce qu'on nous explique, eh bien le corps se renouvelle et se régénère régulièrement, hein, et en fait eh bien pour qu'il se régénère, il y a une copie de ADN ou de cellules qui s'opère. Et le manque de chance, eh bien, plus on va faire de copies, et moins ça va être précis, et plus il y aura des erreurs, et moins les organes fonctionneront correctement. Ce qui explique que nous sommes mortels, hein, qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Alors, ce qui est important, c'est de se dire, mais quelle était avant la manière de voir des hommes? La manière de voir des hommes avant, c'était que ils étaient beaucoup plus fatalistes, puisqu'on avait une grosse mortalité enfantine, beaucoup plus de morts, et puis on était plus tourné vers Dieu, puisqu'on se disait qu'on ne mourait pas vraiment, mais que c'était notre corps physique qui mourait et qui avait une âme. Actuellement, avec alors j'allais dire les progrès, mais les changements de la médecine et ce qui s'est passé, les changements aussi dans la compréhension scientifique, eh bien on s'est aperçu que les thèses qui disaient que on pouvait être potentiellement immortel n'étaient peut-être pas sûres, et en fait on s'est aperçu que Dieu avait des chances de ne pas exister, hein. Je vous rappelle le mot de Gagarine quand il est allé dans l'espace, il a dit « je n'ai pas vu Dieu », je crois, hein. Et donc actuellement, on est dans une situation un peu coincée où finalement on ne sait pas, et où on est mortel, et où on est dans une situation où
on se heurte à un problème. Alors les cadors de la Silicon Valley, ça l'ont très bien compris, hein, les gens de Google, de tout ce que tu veux, qui entretiennent des programmes à coût de milliards de dollars ou d'euros pour justement essayer de prolonger la vie. Alors, il faut bien voir que c'est très compliqué de prolonger la vie et que finalement, même si on cherche à sauver simplement le siège de l'âme, hein, qu'on pense être quand même le cerveau, eh bien, ça pose des problèmes parce que le cerveau est formé de milliards, de je sais pas combien de synapses, de neurones, de tout ce que tu veux, et tout ce petit monde-là, eh bien, vieillit. Hein, c'est-à-dire que même si tu désolidarisais ta tête de ton corps et que tu es une pompe à sang frais, oxygéné, avec des nutriments, eh bien le cerveau finirait par vieillir et finirait par s'esquinter comme tout organe. Hein. Donc ce qui se passe, c'est que si on veut ne pas mourir, dans l'idéal, on devrait conserver un corps qui serait toujours le même, hein, qui serait pareil. Et dans un autre idéal, ou comme autre solution, on pourrait imaginer transitoirement de faire survivre le cerveau. Le problème, c'est que c'est quelque chose de très compliqué parce que on n'est pas capable d'empêcher les cellules de finalement vieillir et on n'est pas capable de faire que le cerveau ne vieillisse pas lui-même. Alors, face à ça, eh bien, encore une fois, il y a énormément de programmes qui sont faits, des programmes de recherche pour essayer de comprendre comment on fonctionne, et on peut espérer que peut-être un jour, on mettra au point des produits qui nous permettront de ralentir le vieillissement. Parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que si la fameuse méduse, elle est potentiellement immortelle, c'est parce qu'elle est très simple dans son fonctionnement, hein. Plus une machine est complexe et plus il est difficile d'arriver à faire qu'elle fonctionne longtemps. Donc c'est un problème mécanique, un problème physique. Il y a des gens qui ont cherché, et ça je me rappelle, j'avais vu un film un peu bizarre une fois, où ils avaient imaginé qu'on pourrait mettre dans un ordinateur, dans le disque dur dans l'ordinateur, avec le processeur, la mémoire de ce qu'est une personne. Et en fait, ce serait une idée. Hein. Il y a aussi, tu sais très bien, ceux qui essaient de se congeler quand ils sont morts, mais le problème c'est quand on congèle quelqu'un, eh bien on brise on casse tout à l'intérieur et on ne sait pas congeler apparemment de manière à ne pas briser. Alors, disons que même si on réussissait à faire ça, et même si on réussissait à mettre les gens dans une sorte de glycol ou je sais pas quoi qui protégerait les cellules, eh bien il faudrait avoir les moyens d'entretenir de l'azote liquide pendant des années, et il faudrait ensuite être capable de continuer tout ça, de faire qu'on est capable de remettre la personne en état. Et ça, on n'en est pas encore capable. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait de se poser la question, et ça a déjà été fait, de se poser la question de savoir combien de disques durs ou combien de gigas ou de téra il faudrait pour arriver à finalement recréer la conscience d'un individu, hein, parce que on se demande bien comment ça pourrait fonctionner. Imagine par exemple qu'on puisse nous réduire à un disque dur, à un ordinateur finalement, hein, quelques disques durs et puis un processeur. Imagine qu'on puisse avoir un ordinateur dans lequel il y a ta conscience et que quand tu sais que tu vas mourir, eh bien tu te fais un transfert. Alors l'idée ce serait ça, ce serait comment est-ce que, tu vois, en délirant, comment est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à renseigner un ordinateur sur ce qu'on est et sur ce qu'on perçoit, ce qu'on sent, sachant que de toute façon ce qu'on sent c'est aussi lié à notre corps, hein, parce que si on voulait se sauver, eh bien il faudrait aussi dans une certaine mesure paramétrer les réactions qu'a notre corps, les sensations qu'a notre corps. Comme tu vois, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose de très compliqué
peut-être, alors tu sais qu'à une époque, on avait une loi, je crois que c'est la loi de Moore, qui disait qu'on tous les quelques années, eh bien, on doublait la puissance de stockage des données, la finesse de gravure, mais on s'est aperçu que, eh bien, c'est arrivé à sa limite. C'est-à-dire qu'on arrête de progresser en informatique dans certains aspects, et ça veut dire qu'on ne sait pas comment transformer finalement la vie humaine, comment la mettre dans un disque dur. Et ça, c'est quelque chose d'assez frustrant, parce qu'on se dit que ce serait quand même pas mal, si on sentait qu'on va mourir, de mettre cette connaissance qu'on a de nous-mêmes, cette vie, cette âme, de la mettre dans un disque dur et de pouvoir après échanger, peut-être comme par email avec Internet, au moins que la personne ne soit pas complètement morte, mais qu'elle soit encore quelque part. Alors tu vois, c'est quelque chose de compliqué, parce que tu pourrais à la limite mettre beaucoup de paramètres sur un individu, hein. Tu pourrais mettre son caractère, tu pourrais mettre la couleur de ses yeux, tu pourrais mettre sa photo, tu pourrais mettre tout ce qui lui est arrivé depuis qu'il est petit. Et est-ce que ça constituerait un caractère, et est-ce que ça constituerait une personne? C'est ça qui est pas évident, tu vois. Ça pose des problèmes vraiment incroyables, et c'est quelque part frustrant, parce que tu te dis que ce serait peut-être pas si compliqué, peut-être pas si dur finalement d'arriver à faire quelqu'un. Puis alors ça posera un autre problème à partir de ce moment-là, c'est que si tu étais capable de faire, on va dire, une nouvelle personne, eh bien tu pourrais avoir plusieurs doubles, ou plusieurs triples ou quadruples, et alors là tu saurais plus qui tu es, un peu comme des jumeaux, tu vois, des jumeaux mentaux, puisqu'à partir du moment où chacun aurait son évolution dans son coin, eh bien cela deviendrait 4 personnes différentes. Quoi qu'il en soit, tu vois que ça pose des questions intéressantes, intelligentes. Certains croient dans le fait qu'on a une âme, hein, c'est-à-dire que quelque chose dépasse tout. Moi, j'ai tendance à douter, franchement. Alors, on va me dire, oui, mais t'es un imposteur parce que tu aimes dire le Notre Père, et puis parce que t'aimes bien dire des prières. Oui, on peut bien aimer dire des prières parce qu'on considère que on rend le monde un peu plus harmonieux. Mais pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'on imagine que si on meurt demain, eh bien, on va avoir, ou dans une heure, on va avoir son âme qui va prendre le relais. Je sais pas ce que tu en penses, hein. C'est un sujet très intéressant. J'ai fait quelque chose sur les histoires de NDE, Near Death Experience, ou EMI en français, expérience de mort imminente, et je disais que finalement cette histoire c'était un peu des légendes urbaines, hein. C'est-à-dire que on a voulu étudier, on a voulu explorer ce qui se passait quand on était à moitié mort, hein, puisqu'on a récupéré des témoignages de gens qui auraient vécu des situations de décorporation. Alors tout le monde est content, et on se dit finalement, comme je l'ai été moi-même, c'est super parce qu'il y a une vie après la mort. Et puis après on s'aperçoit que les scientifiques ont vu que en fait ces expériences de décorporation sont sans doute des réactions psychiques du cerveau qui, pour une raison ou une autre, un peu délire au moment où on va mourir et envoie des signaux. Voilà, c'était une petite réflexion sur la mort, tu vois, un petit clin d'œil, en se disant que peut-être un jour inventera-t-on un élixir de jeunesse, hein, le fameux produit que buvaient les dieux, hein, et les dieux grecs, et puis aussi peut-être aussi que on pourra, peut-être, on ne sait pas, mettre dans un ordinateur, dans une carte SD, eh bien la vie du grand-père. Alors je ne parle pas de la vie, les infos sur la vie, je parle carrément de comment pourrait-on dire, la personne elle-même, hein, l'individu dans son ensemble.
Voilà, si tu as des remarques à donner, donne-nous, fais-nous des commentaires. C'est un sujet passionnant, c'est un sujet malheureusement pas forcément gai, mais qui pourrait être avancé avec la science, avec des produits nouveaux. On peut toujours espérer. Pour nous, à nos âges, c'est quand même un peu râpé, mais pour nos petits-enfants, il y a peut-être de l'espoir. Je te souhaite une bonne journée.